Mesdames et messieurs, ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode dans Roue Libre. C'est la grande période de l'année sur Pix Plus Sport. Il y a plein de courses au programme et évidemment, on a tous en tête le 11 et 13 septembre qui arrive. On sera au Canada quelques semaines avant les championnats du monde. On va parler évidemment de cela. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'était passé dans le temps là-bas et on va parler des ambitions de nos coureurs belges, bien sûr, en vue des mondiaux. Et donc, ces mondiaux se préparent évidemment du côté du Canada avec le 11 et le 13 septembre. On aura une très très belle équipe. Avant cela, il y a aussi dimanche le championnat d'Europe de Gravel et l'invité qui nous accompagne aujourd'hui va pouvoir en parler puisqu'il y participera. On commence avec l'équipe qui accompagnera donc cet invité tout au long de ces 45 minutes de discussion et avec nous on a Tom Paco. Salut Tom. Salut Gordon, La forme? en forme comme d'habitude. Je sais que tu as la forme et je sais que ton compère a la forme aussi, Frédéric Amorizon, qui était très très en forme sur l'épreuve des jeunes à Overay. Ça va Fred? Salut les gars, oui, très très belle épreuve du côté d'Overrace pour les juniors. Et on ne peut qu'être motivé quand on voit le calendrier qui nous attend pour cette fin de saison. Ouais, c'est vrai. Et on a noté d'ailleurs qu'on rajoute aussi à cela le Tour de Grande-Bretagne aussi, début septembre. Notre invité, franchement, c'est du lourd aujourd'hui pour ces 45 minutes. C'est un double vainqueur là-bas au Canada, 2 fois à Montréal. C'est surtout un champion olympique. Et donc forcément, quand on est champion olympique, on le reste à vie. Et c'est Greg Van Avermaet, évidemment. Salut Greg. Salut. Ça va la forme, Greg? Ouais, ça va. Ouais, Greg Van Avermaet qui est ambassadeur d'ailleurs pour les championnats du monde 2026. Greg Van Avermaet qui se prépare pour ses propres ambitions personnelles aussi, on le rappelle. Il y aura Nice et il y aura dimanche donc les championnats d'Europe de Gravel. Comment on se sent, Greg, à quelques jours de ces championnats d'Europe? Je sens bien, ouais. J'ai pris un peu de vacances en juillet. Et puis, ouais, ça a recommencé avec le championnat Belgique. C'était très dur, mais quand même, j'étais très content aussi parce que j'ai fait quand même un peu d'entraînement, mais pas trop. Et la sensation est bien. Et puis, au Falise, je trouve que c'est toujours un parcours très joli. C'est à côté. Et puis, je suis très motivé, je pense, pour moi. Moi aussi, avec l'équipe JVA Gold, on a 4 coureurs en départ. Et ça a motivé toujours un peu pour être un peu plus. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de bons coureurs qui vont très fort. Mais on va essayer pour faire un bon résultat. Et puis, amuser un peu aussi, c'est aussi important. Alors évidemment, en off, petite anecdote assez sympa, Greg Van Avermaet évidemment est venu participer à cet épisode en roue libre en vélo, chose que n'a pas fait Tom Paco, chose que Frédéric Amorizon n'a pas fait, chose que je n'ai pas fait non plus. Fred, il est quand même impressionnant, Greg, cette reconversion après sa carrière évidemment qui a été phénoménale. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant et on voit que dans le sport, il est encore au plus haut niveau de sa catégorie, bien sûr, parce qu'il y a le gravel. Ce sera ce dimanche, évidemment, sur les antennes de Pix Plus Sport à Oufalise, mais il y a aussi tout ce qu'il fait avec les triathlons. Nice, champion du monde du semi-Ironman, tout de même, avec nous. C'est quand même quelque chose, Fred. C'est impressionnant quand on voit comment Greg est encore fit. C'est dingue, c'est pas toujours le cas des coureurs en après-carrière. Ça prouve aussi, je crois, la raison pourquoi il a fait une aussi belle carrière sur le vélo, c'est d'avoir comme ça de la motivation, du plaisir également dans le sport en général, puisque c'est du gravel, c'est du triathlon. Donc ouais, beaucoup de respect, on en parlait tout à l'heure. C'est des rendez-vous qu'il prend avec de l'envie, de la motivation, mais aussi le côté fun d'une après-carrière qui a été parfaitement réussie. Donc c'est à noter, bien évidemment, et c'est un plaisir de le recevoir et de pouvoir parler. Parce que quand on parle Canada, c'est le king du Canada. Quand on regarde ses performances pendant des années, la régularité, il n'y a personne, je crois, aujourd'hui qui a pu faire de telles performances. Il y en a qu'un, en tout cas, sur ce plateau qui peut avoir l'assurance de venir en short, montrer encore son affûtage. C'est parfait, il est prêt, Greg Van Avermaet, pour ce week-end. Il y a la Venace, il y a la Venace qui est sortie pour Greg Van Avermaet. Évidemment, avant ce week-end, un week-end, Tom, qui s'annonce particulier sur les antennes de Pix Plus Sport. Il y a plusieurs courses au programme, mais il y a surtout ces championnats d'Europe de gravel dans un premier temps avant de partir et de mettre le cap sur le Canada. Oufalise. Ça promet quand même d'être bien différent que les derniers championnats du monde qu'on a pu connaître. Championnat d'Europe, championnat du monde. Ouais, c'est vrai que c'est la particularité du gravel, c'est qu'en fonction des parcours, les coureurs doivent changer complètement les spécifications du vélo, changer les plateaux, changer les pneus, changer les hauteurs de roue, que ça dans les courses sur route ou en VTT on retrouve un peu moins. Et ouais, surtout avec la météo qu'on a eu les derniers jours,
il n'a pas plu depuis très longtemps et là, ça fait quelques jours où ça tombe bien. Donc ça risque d'être un parcours assez humide que les coureurs n'ont pas eu l'habitude de voir ces dernières courses. Ouais, justement, ce parcours, Greg, on peut imaginer que tu l'as reconnu aussi, ce championnat d'Europe de gravel. Parle-nous-en un petit peu, parce qu'on sait que ça va être bien différent que les différents championnats d'Europe et du monde qu'on a pu connaître. Ouais, je connais bien le parcours parce qu'on a fait déjà le Vol Bolero classique là-bas. C'est un parcours qui est très dur, mais pas non plus un course de montagne, je trouve. Mhm. Et ça, c'est bien, je trouve, pour un coureur comme moi aussi. Et c'est très ouvert pour tous les coureurs. Après, il y a un départ de Saint-Roch qui n'était pas facile. Ah oui. Je connais bien dans mon parcours quand j'étais encore professionnel. Et puis, j'ai dit, ouais, c'est quelque chose pour moi. Mais la dernière fois que j'étais passé là-bas, c'était quand même pas très Et bien puis, pour il y moi. aura le départ directement. Ouais, aussi. c'est Ça, il faut directement le pouvoir se mettre départ. dans le Après, comme on dit aussi en gravel, et l'élite, il y a aussi le groupe d'âge qui prend le départ. Et c'est quand même bien pour être déjà le désécart. Et c'est plutôt en sécurité, c'est un truc qui est très bien parce que ça casse directement le peloton. Ouais, ça va étirer tout de suite. À part pour le cœur, c'est pas, c'est pas trop bien. Mais j'aime bien parce qu'après, tu dis, ouais, je suis à ma place et on va voir, on va aller. Mais je pense que ça va être un très bel parcours. Et après, avec un championnat européen, on va voir aussi de bons coureurs, je trouve. Je pense que ça va Mats Mutscher-Smith, qui est presque un des meilleurs graveleurs du monde, qui va être là-bas. Et il y a Panhuisen qui est là-bas. Et il y a de monde qui peut faire quelque chose. Un backing qui peut faire aussi quelque chose. Et puis, il y a de beaux coureurs. Le parcours, je trouve c'est plutôt un peu gravel mountain bike. Oui, c'est ça. Mais j'aime bien parce que je trouve le départ, c'est la ville qui change le truc. Et c'est comme Tom dit, là, tu prends de routes, de choses différentes à votre vélo et tu adaptes au parcours. Mais j'aime bien le parcours et c'est très dur et je pense à le meilleur qui va gagner. Et ça, c'est toujours un peu le plus important, je trouve. Ouais, la ligne est très fine, hein, Fred. Entre la route et le gravel, souvent, ça a été le cas sur les différents championnats qu'on a pu commenter. Ici, c'est tout à fait différent et on va se retrouver, et c'est bien, je trouve, pour ces championnats d'Europe, avec un peloton, comme le dit si bien Greg, de graveleurs, parce que la période est difficile pour les routiers afin de venir courir. Il y a énormément de courses au programme. Ils vont avoir leur chance aussi, essayer d'aller chercher un maillot qu'ils vont pouvoir aller porter aussi sur l'ensemble du calendrier gravel. Exactement. Il faut bien savoir que pour les cyclistes ou anciens cyclistes, c'est la discipline la plus facile à aborder, contrairement du VTT ou du cyclocross, de passer sur le gravel. Alors pour ces purs spécialistes, c'est bien que de grands champions de la route ne seront pas là vu le calendrier hyper chargé. Maintenant, pour le grand public, avec cette date des championnats d'Europe où il y a énormément de concurrence sur les épreuves sur route, il y aura peut-être ce petit manque. On a vu le championnat de Belgique, on en a énormément parlé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait surtout Wout van Aert qui était présent. Donc, pour le grand public, ça apporte énormément de plus-value à cette discipline. Ici, on sera dans un autre scénario avec des spécialistes du gravel en préférence. Exactement. Donc ça, ce sera ce dimanche, avec également la course féminine qui sera à suivre, bien sûr. Quelques chances belges et un beau spectacle. Si je peux me permettre, prévu, Gordon, n'oubliez pas aussi dimanche, Grand Prix de Halle. Ah ben, bien épreuve sûr. sur route, 1.2, élite sans contrat, élite avec contrat sur les antennes de Pix Sport. Donc double course ce dimanche. Et on va retrouver un certain Tom Paco au commentaire, Ouais. d'ailleurs. Je serai à vos côtés, mais sur une chaîne différente, les gars. Ouais, tout à fait. Mais il commence en tout cas à appuyer sur le champignon, Tom Paco, pour nous accompagner, c'est sûr. Il sera là, d'ailleurs, également le 13, le 11 aussi, sur les antennes de Pix Plus Sport pour les courses canadiennes. On met le cap vers l'ouest, évidemment, avec l'ambassadeur des championnats du monde, et donc forcément des championnats du monde qui se déroulent au Canada, à Montréal. On va parler évidemment de ce week-end qui précède, 11 et 13 septembre, avec un dispositif tout à fait spécial sur Pix Plus Sport. Plateau avant-course, plateau après-course. On va pouvoir mettre les petits plats dans les grands pour une course très importante. Un week-end qui a trouvé sa place aussi avec des visages qui s'y sont imposés. Greg Van Avermaet par 2 fois à Montréal. Les gars, je vais poser une question à tour de rôle en commençant évidemment par l'ancien lauréat. Le Canada, c'est quoi ? Comment on explique cette course ce week-end ? Ouais, c'est quelque chose de spécial, je trouve, parce que j'ai été là-bas quelques fois.
Mais ouais, quand tu es coureur, tu fais beaucoup de courses en Europe, tu connais bien, c'est un peu, c'est une histoire un peu. Et on a manqué un peu ça en Amérique, je trouve. Et on a perdu quelques courses comme California, Tour de Utah, ça n'existe pas. Et comme ça, il n'y a pas vraiment de courses, de courses au haut niveau encore en Amérique. Et j'aime bien le concept là-bas parce que tu as quand même deux très belles villes. Et c'est un peu la sensation déjà de championnat du monde là-bas, sans c'est vraiment un championnat du monde parce que tu as le parcours, tu as le tour, et puis il y a beaucoup de monde et je trouve ça, ça donne toujours un autre envie là-bas. Je ne vais pas dire que c'est plutôt vacances, mais ça pour un coureur, c'est une chose différente parce que tu as l'hôtel à côté du parcours. Tu prends un café, tu es un peu plus à l'aise. Il n'y a pas une équipe de bus ou quelque chose pour aller au départ. Et ça donne une autre envie. Et moi, j'étais toujours bien là-bas. J'ai toujours aimé comment ça allait là-bas. Ouais, victoire d'ailleurs pour toi du côté de l'année 2016, hein, pour la toute première fois devant Peter Sagan, qui était, on le rappelle, hein, le grand rival historique de Greg Van Avermaet. Et puis une nouvelle fois en 2019 avec une victoire devant Diego Ulissi et Ivan Garcia Cortina. 2 éditions, Fred, qui avaient été particulièrement spéciales, suivies en Belgique parce que Greg Van Avermaet venait mettre la lumière aussi sur ce week-end-là. Les courses au Canada sont devenues spéciales parce que des grands noms s'y sont imposés. Bien évidemment, ça a aidé, puis l'importance de ces parcours qui sont quand même difficiles. Moi, ce que je vais retenir, c'est année après année, c'est la ferveur populaire. Ouais, on voit ça. énormément de monde. On a l'impression sur chaque épreuve que c'est un championnat finalement. Ouais. Comme l'a dit Greg, un championnat de Belgique ou un championnat du monde, l'intérêt de faire ces épreuves en circuit, le public qui n'est pas au départ des grands connaisseurs, mais ils sont contents d'accueillir les plus grands champions du peloton professionnel et qui répondent présents, peu importe la météo, pour les encourager, des circuits usants, difficiles, et avec la proximité des hôtels sur les parcours, les plus grands champions et toutes les équipes ont toujours répondu présentes pour aller sur cette épreuve. Et j'ai envie de dire qu'on peut déjà s'attendre à de très très grands rendez-vous sur les championnats du monde, puisque ça va faire suite dans cette quinzaine finalement canadienne. Donc ouais, on a vu que ça avait chaque fois pris de l'ampleur. Suspense le vendredi sur le parcours de Québec. Montréal, ça reste quand même le parcours qui est extrêmement difficile. Ouais, en plus de Greg, il y avait la victoire de Philippe Gilbert en 2011. Il y avait eu évidemment la victoire de Wellens à Montréal 2015. Et puis on se souvient. Côté wallon. Tom Paco s'en souvient aussi. La victoire monstrueuse de Arnaud Delis qu'on avait vécu ensemble sur Pix Plus Sport. C'était à Québec. C'était la première grande victoire en World Tour d'Arnaud. Tom, toi, tu as participé aussi à quelques reprises, me semble-t-il, au niveau du Canada. Tu étais finalement l'année dernière encore de la partie, si je ne me trompe. Oui, c'est bien ça. Avec 2 abandons, mais ça, maintenant je l'ai dit, j'avais pas spécialement envie de le dire. Mais bon, tu étais quand même là-bas, c'est important. Oui, mais voilà, quand on fait le travail pour l'équipe, Exactement. C'est aussi la particularité des courses en circuit. Quand ton travail est fait, c'est souvent plus facile de s'arrêter à l'attente parce qu'on met très vite hors course sur ces courses en circuit parce que la répétition fait que t'as pas ce laps de temps que tu peux avoir sur les courses en ligne pour terminer. Mais c'était toujours mon top 3 de mes courses préférées avec l'Australie et UAE. Parce que voilà, tout le peloton voyage ensemble vers le Canada. Tout le peloton dort ensemble dans le même hôtel. Il y a même, c'est la particularité aussi des courses canadiennes, il y a une salle de jeu. Donc avec une PlayStation, un baby-foot. Sympa. Donc on voit souvent des équipes jouer les unes contre les autres à FIFA. C'est assez spécial. Et on s'amuse toujours bien. On prend des cafés entre équipes. C'est toujours une très bonne ambiance au Canada. Ça confirme ce que Greg a dit. C'est déjà un petit peu le mode vacances. Ouais, il y a un petit peu de... c'est pas toujours facile pour être concentré. Après, j'aime bien pour faire les choses comme ça parce que quand tu es trop stressé ou trop focus, ça marche non plus, je trouve. Et c'est chouette parce que l'année passée, j'étais là en ambassadeur et tu vois Pogačar en 7h du matin, il prend un café, il est tout seul là-bas. Et il n'y a pas trop de monde qui connaît lui. Et ça, j'aime bien. Et je pense aussi pour un coureur comme lui, après un tour qui était très stressé, c'est un truc, le coureur il aime bien. Après, il y a des courses.
quand Fred dit, c'est quand même une course qui était en valeur, c'est en TSS, on dit en mode Training Peaks, Ouais, Ouais, c'est quand ça. la sensation sur le cœur, c'est Extrême, hein. le plus de courses de, Ah oui, de ok. l'année parce que ça n'arrête jamais. On fait des records donc en termes de moyenne fréquence cardiaque, etc. les watts. Certainement à Montréal, aussi déjà en Québec parce que c'est toujours on-off. Ouais, c'est ça. C'est très dur pour le corps. Et Tu retrouves un peu le côté Kermis course Ouais. de la Belgique finalement, Ouais. en fait, hein, sur ce genre de Ouais, parcours. 15 courses avec des coureurs de Top mondial. top mondial. Et, Ouais, là, c'est complètement autre ouais, chose. en Mais... 15 courses, il y a 10 coureurs qui peuvent vraiment marcher bien. Après, c'est très dur aussi, comme tu dis, c'est un truc très spécial. Et l'année passée, j'étais la première fois à côté et j'ai vu la tête de coureur après un tour. J'ai dit, au mais travers. c'est incroyable. Tu étais encore là-bas? Ouais, l'année dernière, ça a vraiment jamais débranché. Hein. Ouais, j'ai dit, mais c'est pas normal. J'ai dit, quand j'étais coureur, quand il y a des coureurs, après, je pense que c'était encore plus vite, comme les années passées. Mais il y a des coureurs, déjà, de bons coureurs, déjà lâché le premier tour. Et c'est quand même un parcours qui était très, très dur. Et pour ça, c'est aussi joli pour le spectateur, pour regarder. Mais pour le coureur, c'est pas toujours facile, certainement. Quand tu es là pour aider un autre coureur, tu veux faire votre job. Et quand tu as déjà lâché le premier tour, c'est pas J'ai mon agréable. record de puissance sur 3 heures l'année dernière à Montréal. Voilà. À Montréal. Ouais, incroyable. Et parce que- Québec, c'était le même topo, c'était aussi la course full. Bah, un peu moins. Québec, comme Fred dit, il y a beaucoup plus de suspense parce que les côtes, voilà, il y a la côte de la montagne qui est beaucoup plus courte et le peloton vraiment s'accroche jusqu'à 50 km de l'arrivée où après, c'est les meilleurs qui savent encore se détacher. Tandis qu'à Montréal, comme Greg dit, hein, la côte après l'arrivée, elle fait entre 4 et 5 minutes. Mhm. Donc là, on peut vraiment créer des différences. Et après, c'est un circuit qui ne fait que tourner gauche-droite. C'est sprint, relance sans arrêt. Et donc, un coureur du World Tour qui fait son job, comme moi, voilà, j'ai tenu 3 heures l'année dernière. Puis à un moment donné, l'élastique, il pète. Et c'est là que les différences se font vraiment. Mais c'est une course qui est extrêmement dure. Ouais. C'est Ouais. un peu comparable à l'Amstel, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Après, Québec, c'est plutôt position, je peux dire. Ok. Ouais. C'est à côté de Rivière. Là, quand tu es en bonne position, tu es bien passé pour prendre à gauche. Je ne vais pas dire que tu es à l'aise tout le tour, mais tu peux ralentir un peu. C'est un effort qui est un peu différent. C'est 2-3 minutes. En 2 minutes, tu peux être pas lâché. Mais en Montréal, c'est plutôt, je trouve, le tempo, c'est tellement haut. Ça prend Ouais, vraiment votre tête là-bas. Et Le puis, goût de sang, tous les tours. quand tu n'as pas le niveau, tu as un problème. Et mon dernière année aussi, j'étais là et j'ai dit, mais comment c'est possible j'ai gagné ici parce que j'étais tout le course, j'étais à bloc, juste dans le roue, juste pour suivre. Et j'étais encore 25e ou quelque chose, juste pour suivre le peloton, mais j'étais tout le course à bloc. Et ouais, c'est très dur pour la tête, certainement, quand tu es devant, tu es un peu plus à l'aise. Mais ce sont les courses, j'étais toujours bien. Et c'est 2 parcours aussi un peu différents. C'est bien aussi, parce que quand Québec, c'est trop dur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui vont dire « je veux aller ». Ouais, il y en a un peu pour tout le monde. Ouais, finalement, hein. en Québec, tu peux jouer encore un peu Sprinter, puncher. Bah, ça a souvent C'est été le bon décidé, mixte, hein. finalement, ces On a deux parlé de la courses. victoire d'Arnaud Delis. Quelques Ouais. années après, c'est Julien Alaphilippe l'année passée qui s'impose. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de coureurs qui peuvent s'y imposer. Ouais. Et je pense aussi pour l'organisation, c'est très important. Tu restes un peu sur ça parce que, Ouais. OK, c'est aussi le coureur qui fait la course parce que le parcours n'a pas changé à Montréal. Mhm. Moi, j'ai quand même gagné 2 fois à Montréal. Mais je pense aussi parce qu'il y a un coureur comme Pogačar, plutôt un grimpeur, qui fait une équipe qui est très fort. Il fait déjà des efforts 5 tours de l'arrivée. Ouais, avoir un gros collectif sur ce type de parcours, évidemment, Ouais, c'est un avantage. Ouais, c'est considérable. différent. Mais ouais, Québec, j'ai toujours aimé bien parce que c'est plutôt aussi une course. Je ne vais pas dire que c'est facile parce que l'arrivée, il est très dur aussi. C'est plutôt encore pour les sprinters, punchers, et ça, c'est bien. C'est pas sûr que Pogačar va gagner là-bas. Et ça joue toujours un peu de tactique. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours aimé. Il y a un bon coureur qui gagne, mais c'est pas toujours le meilleur. Ouais,
bien sûr, le 11 et 13 septembre. En tout cas, Pogacar ne devrait pas être de la partie. Ça, c'est pas possible. Il est sur la Vuelta. Ça ouvre évidemment les possibilités. L'année dernière, c'était Alaphilippe qui s'était imposé au Québec. On a appris tout de même la fin de carrière d'Alaphilippe. Retraite immédiate, c'est quand même quelque chose d'assez perturbant. Et puis, 2 jours après sa victoire, c'était McNulty qui s'était imposé avec un grand Tadej Pogacar, un Pogacar senior. Cadeau. Ouais, un véritable cadeau. Cette année, Fred, sur l'ensemble des 2 courses, une très très belle start list aussi, avec évidemment, côté belge, tous les regards qui seront tournés autour de Remco Evenepoel. Bien évidemment. Et puis par rapport à ces 2 parcours qui sont quand même assez différents, c'est ce qui fait qu'il y a autant de coureurs de qualité. Il y a toute une tranche de punchers, sprinters qui vont venir le vendredi, d'autres plutôt grimpeurs pour le dimanche. Donc l'épreuve de vendredi va rester ouverte, difficile de sortir un nom. On a vu le déroulement de course la saison dernière, qui restera le dernier succès d'Alaphilippe dans sa carrière. C'est quand même fou, hein. pas mal aussi sur un tel événement. Donc ça va rester très ouvert. Maintenant, dans cette start list un peu annoncée, quand on a vu comment Remco est sorti du Tour de France avec la Classica San Sebastian, il risque de faire la figure de grand favori à l'occasion de Montréal sur ce parcours-là, qui doit lui convenir vraiment à la perfection sur des efforts répétitifs très longs, 5 minutes, 6 minutes. Donc, côté belge, ouais, on a une très, très belle opportunité cette année. On attend encore que les détails vraiment au niveau de la start list un peu plus complète soient annoncés. Mais on a déjà entre 5 et 10 noms très, très intéressants qui apparaissent actuellement. Paul Sexas, Tom Pidcock sont annoncés, Juan Ayuso, on a aussi le français Dorian Godon qui pourrait s'éclater là-dessus. Un garçon comme Giulio Ciccone, bien sûr, pourra s'amuser. Remco Evenepoel, par rapport à ce que tu connais de lui, ce que tu connais de ses parcours, Greg, ce sont des parcours qui sont taillés pour ses qualités. Ouais, certainement Montréal, je trouve. Québec, ça va être un peu différent. Après, il prend les choses très vite, je trouve. On a dit aussi pour Tour de Flandre, ça va être pas pour lui parce que position et tout ça. Ça t'a impressionné. Je trouve il fait les choses très bien aussi. Il fait position incroyable, je trouve. Et donc ça, c'est la clé au Québec, par exemple. Ouais, ça va être plutôt la clé. Mais je trouve, pour moi, c'est le plus important. Il fait la course déjà une fois devant parce que il n'a jamais fait la course. Il n'a jamais fait Montréal, je pense. Non, jamais. C'est la première fois qu'il se rend c'est ça. au Et Canada. je trouve ça, c'est une chose qui est très importante. C'est pas déjà le championnat du monde, mais quand même, quand tu prends une bonne sensation là-bas, tu as quand même un peu l'idée déjà pour qu'est-ce que ça va faire 2 semaines après. Et je pense que c'est un parcours qui va être très bien pour lui. Parce qu'on a vu aussi à Liège ou quelque chose comme ça, il est vraiment hors catégorie. C'est pas trop raide non plus. Comme ça, je dis, quand même, il est un grand favori pour être champion du monde. On va voir. Il y a toujours Pogacar, sûr. Mais quand même, Pogacar, il fait une très longue saison aussi. Ah, c'est clair. Avec Tour, Vuelta. Je pense toujours encore le Vuelta, c'est le plus bien chose pour préparation. Mais après, quand tu fais en général... C'est tout ce qu'il y a eu avant aussi. Ouais, tu fais général Tour de France, tu fais tout le classique. Ça, c'est peut-être Pogacar. Un peu trop pour, même pour Tadej Pogacar. J'espère. J'espère parce que c'est quand même aussi un mec qui est humain et je pense avec un programme comme ça, avec le jet lag aussi là-bas, j'espère il y a une petite chance pour les autres concurrents pour être un peu au même niveau. Puis je trouve Remco il fait aussi un beau sprint. Et l'arrivée à Montréal, c'est quand même aussi une chose. Il peut faire. Il peut régler un petit groupe s'il n'arrive pas à se détacher. C'est ce qu'il nous a montré aussi à l'occasion de ces dernières saisons. Tom, évidemment, comme on a pu l'expliquer, Montréal, ce sera finalement aussi, c'est la particularité de ces championnats du monde qui se profilent. Montréal, le 13 septembre, c'est la grande répétition. On va venir prendre ses marques, comme le disait très très bien Greg. Ça change aussi la donne parce que ce parcours, il est... globalement similaire. Il y aura la boucle en ligne et puis on se retrouve finalement sur un Grand Prix Montréal bis. Oui, c'est ça. C'est très important quand on est coureur d'avoir l'occasion de venir reconnaître en circonstances réelles. Donc on sera en mode course, on sera avec la même motivation et certainement à Montréal parce que voilà, on ne le voit pas forcément à l'écran, mais certaines parties de route ne sont pas en super bon état.
aussi, donc pour pouvoir vraiment voir quel côté de la route prendre sur quelle partie du circuit. C'est clairement important aussi pour Remco de savoir prendre la course en main. Et je pense clairement que l'équipe belge, pour moi, l'équipe belge doit se rendre sur les Grands Prix afin de faire la reconnaissance. Même si normalement, plus ou moins tous les coureurs connaissent ces deux parcours-là, et notamment Montréal, qui ne change quasiment pas année après année. Effectivement, du côté de la sélection belge, il y a 2 noms évidemment qui sont confirmés sûrs à 100%, Remco Evenepoel et Wout van Aert. Du côté du Canada, hein, dans la sélection belge le 11 et 13 septembre, on aura dans leurs équipes respectives Maxime Van Gils, Tige Benoot qui sera là aussi, Lennart Van Netveldt. Ça peut aussi jouer un rôle dans la sélection du prochain championnat du monde pour notre sélectionneur national Serge Pauwels. Oui, je pense que maintenant, au niveau des idées, c'est déjà relativement Bien fixé, bien défini, je crois, au niveau de la sélection nationale. Quelle équipe alors, Fred? Je ne vais pas sortir les noms. La seule chose qu'on a vue, c'est entre les coureurs un peu moins bien qui ont été blessés. Les derniers noms, avec Van Milder, par exemple, généralement, on va citer dans une sélection qui a décliné l'invitation. Donc, on verra comment ça va s'articuler. Remplacé par Rune Regaud, selon pour le contre-la-montre et normalement l'épreuve en ligne selon les dires du sélectionneur. Maintenant, ce que je vais surtout dire, moi, c'est qu'avec ce duo Remco Evenepoel qu'on a retrouvé peut-être au meilleur niveau sur un parcours qui va lui convenir à merveille, un Wout van Aert qui n'a pas fait le Tour de France, qui est en excellente condition sur ce début de Tour d'Espagne. Rien qu'avec ces deux garçons-là à la tête de l'équipe belge, sur le parcours de Montréal, on a peut-être la plus belle chance depuis quelques années sur les championnats face à un Tadej Pogačar qui aura fait une très très longue saison. C'est surtout ça qu'il faut voir, comment on peut arriver à contourner Pogačar pour l'empêcher d'aller chercher un nouveau maillot arc-en-ciel. Le reste des coureurs, sur ce parcours-là, il faudrait être très fort. Pas vouloir non plus devoir assurer trop vite la course, parce que sur des efforts tellement difficiles, vous mettez un petit peu en tête, vous commencez à devoir travailler et vous allez perdre rapidement beaucoup de monde. Donc il faudra tactiquement arriver à bien faire les choses et puis espérer que tout se mette de la meilleure des manières pour un de nos deux coureurs, parce que dans tous les cas, ce sont deux qui mériteraient amplement d'aller chercher un nouveau titre, pas un nouveau titre pour Remco, mais un premier titre pour Wout van Aert. Ce serait évidemment légendaire. Serge Pauwels d'ailleurs a réitéré vos propos, les propos aussi de Greg Van Avermaet juste avant. C'est le collectif qui va faire la différence du côté de Montréal, plus qu'à Kigali, plus que ce qu'il s'est passé en Suisse. Serge Pauwels disait « J'espère que Pogačar n'aura pas une équipe comme celle qu'il a chez UAE ». C'est sûr, il y a des excellents coureurs évidemment du côté de la Slovénie, mais la sélection belge, Greg, peu importe, hein, les 10 noms qui sont cités, on sait qu'on va devoir faire des choix, mais les coureurs qui vont être choisis, c'est, comme l'a dit Frédéric, sans doute l'équipe qui sera la plus belle au départ des championnats du monde. Ouais, c'est toujours collectivement. C'est toujours un peu comme ça, je pense. Certainement, les derniers 5 ans, on a toujours la meilleure équipe, je trouve, dans le championnat du monde. Et puis, je trouve, il y a toujours la carte Pogačar qui était le meilleur. Et on peut parler beaucoup de choses comme ça. Quand il est le meilleur et il part, c'est pas facile pour battre lui. Mais quand même, je trouve, comme on dit, quand il y a une saison très longue, dure, et il n'y a pas une équipe comme UAE, avec la même force, la même puissance sur le côte. Je pense qu'on a des chances avec deux grands leaders, comme on dit. Van Aert, qui était en pleine forme, c'est peut-être bien, il ne fait pas le tour pour le championnat du monde. Et puis, il y a encore Remco, qui est un coureur qui est très bien sur un parcours comme ça. Et il n'y a pas un pays qui a une liste de coureurs comme ça. On a de 2-3 coureurs après qui est aussi en très haut niveau. Et comme ça, on peut dire on a toujours de belles cartes pour gagner. Et je pense qu'ils sont toujours prêts pour faire. On a vu aussi, dans l'époque, on a fait de bons résultats avec l'équipe nationale. Et j'espère, quand tu cherches Pauwels, c'est quand même pas toujours facile pour prendre le sélectionné, mais quand même, quand tu dis deux grands leaders qui est un peu différents, qui travaillent bien ensemble, je trouve. Ils ont prouvé en tout cas qu'ils pouvaient c'est ça. ensemble. Et je pense aussi, maintenant, il a fait beaucoup de championnats ensemble. Je pense qu'il a une bonne sensation dans les deux. Je pense qu'il y a toujours un peu Van Aert qui peut faire plus de sprint en grand groupe. Ouais. Et puis, c'est toujours Remco qui peut faire la course en longue distance d'arrivée, comme il aime bien. Et je pense comme ça va être une très belle course pour regarder, mais quand même, avec Pogačar,
c'est pas toujours facile. Ouais, c'est clair. Ouais, ce sera compliqué de pouvoir faire pareil que le numéro qu'il avait réalisé à Kigali avec un gros collectif derrière. C'est aussi simple, hein, lorsqu'on a 2 leaders désignés comme cela, avec Remco, avec Wout, de pouvoir fidéliser les autres autour. La hiérarchie, elle est bien figée au sein de l'équipe nationale belge. Les 2 coureurs vont pouvoir s'entendre comme ils ont pu le faire à l'occasion des dernières années, parce qu'on se souvient, hein, notamment sur l'épisode de Wollongong, il y avait eu un petit peu des frictions avant. Finalement, on les avait vus taper dans la main, Tom. Depuis, ça s'est un petit peu arrangé entre Remco Evenepoel et Wout van Aert. On va aller avec le même objectif, c'est ramener le maillot arc-en-ciel. Oui, clairement, je pense que voilà, il a fallu en discuter en interne. Et puis bon, Remco grandit aussi. Ouais, la maturité. Hein. Wout, Ouais. je pense qu'il est beaucoup plus relâché. On le sent beaucoup plus relâché justement avec sa victoire à Roubaix. Depuis ses blessures, on le sent plus serein en fait. Qu'avant, il prenait les choses beaucoup plus à cœur. Donc je pense que l'un dans l'autre, les deux ont su mettre de, de l'eau dans le vin et puis bah, tout est calmé et c'est ce qui va permettre d'avoir une superbe alchimie entre les deux. Et espérons-le, un Belge sur la plus haute marche du podium parce que c'est clairement un parcours pour avoir un Belge champion du monde. Que Ouais. ce soit Wout ou Remco en fait. Ouais, des programmes totalement différents, hein, en plus par rapport aux favoris qui sont annoncés. Pogacar double tous ses grands tours avec les Tours de France, avec la Vuelta. On a Wout van Aert qui décide d'aller sur la Vuelta après avoir quand même observé une belle phase de récupération à cause évidemment de ces petits pépins. Hein. L'obligation peut-être, Fred, qui est devenu un avantage en vue de ces championnats du monde. C'est en tout cas ce qui était ton avis au moment de l'annonce de son arrêt ou en tout cas de sa coupure et de sa non-participation au dernier Tour de France. Exactement. Sur le moment, c'est toujours embêtant parce que Ah oui. Van Aert sur les routes du Tour de France, tout le monde est heureux de l'accueillir parce qu'on sait qu'il y a une possibilité d'aller chercher des victoires. Maintenant, Greg en parlait. En termes de préparation, on a toujours dit que la Vuelta était le passage presque idéal ou obligatoire pour arriver dans les meilleures conditions. On l'a vu se préparer, énormément de stages en altitude. Et puis ici, début de Vuelta, on voit que ça va vraiment très très bien pour lui. Donc il va arriver dans d'excellentes conditions. Et puis il y avait le cas Remco qui a fonctionné complètement cette année en courant très peu. Comment est-il arrivé sur les routes du Tour de France? C'était du très très haut niveau, même chose à San-Sébastian. Et puis ici, on le voit de nouveau, il est du côté de Livigno, s'entraîne en altitude et je suis persuadé qu'il va arriver de nouveau tip-top pour cette période canadienne. Donc il faudra que tous se mettent bien, bonne coalition, collaboration. Et puis avec 2 cartes, c'est toujours mieux qu'une seule du côté du collant slovène. Donc pourquoi pas. En tout cas, une belle option cette année pour aller chercher le maillot arc-en-ciel. On a parlé de Remco Evenepoel, on a parlé de Wout van Aert, on a parlé de Pogacar. Parmi ces grands noms du cyclisme, il y en a encore un, évidemment. Et lui, il est en train de vagabonder un petit peu. Là, en ce moment, il est en train de faire du mountain bike, et carrément avec plutôt beaucoup de succès. 2e, notamment lors de sa dernière Coupe du Monde. Quid, Greg, d'un Mathieu Van Der Poel qui se prépare pour les championnats du monde de VTT, mais qui devrait tout de même être de la partie sur la route. C'est possible ou pas? Ah, ouais, je pense, ouais. Ouais, ça fout un peu le parcours. Maintenant, il fait. Après, il est toujours très motivé pour faire le VTT. Comme je dis, ouais, ça va être vraiment pas facile pour faire parce qu'on a vu aussi le niveau de VTT, c'est très haut. Ah oui. C'est très technique. Quand tu vois C'est du motocross quasiment. Van Der Poel a des problèmes pour suivre des autres dans la descente. Je te dis, comment c'est possible? Mais ouais, j'ai vu un peu la valeur qu'il fait là à mountain bike. C'est très spécial aussi, je trouve. On a dit un peu, il y a des cyclocross, il y a des gravel, il y a la route. Là, tu as encore une autre chose, le VTT. L'effort que tu fais dans 1h30, c'est incroyable. C'est un effort qui sera utile à Montréal, on est d'accord? Ouais, après, c'est aussi un peu la position. Tu vois, Oui. Mais ça, on sait que lui, il n'y a pas de problème. Ouais, avec le lui, il peut positionnement. faire tout. C'est un truc de fou. Il aime bien. Je pense aussi que c'est un truc pour sa tête aussi. C'est pas un mec qui aime bien pour être 2 mois sur une montagne et te dit tu restes là-bas, tu fais l'entraînement tous les jours le même et tu vas être là-bas. Ouais, le VTT, c'est aussi un moyen pour lui de décompresser, de déconnecter, de s'amuser. Il retourne aux bases, à la source finalement. Ouais, c'est ça un peu, je pense, le plus important pour lui. Quand sa tête, ça bien, ça marche. Et
ouais, c'est bien pour lui. Il y a une autre chose sur le plateau pour manger. Quand c'est toujours le même, il dit ouais, j'aime bien pour manger ça, mais je veux faire quelque chose de différent. Et il fait bien. Ouais, il fait deuxième cet week-end, qui était très incroyable. J'ai vu la course. Il a essayé. J'ai presque pensé parce qu'il va gagner, parce que quand tu vois un résultat, il n'y a pas beaucoup de fois deuxième pour Van der Poel, où il n'est pas là, où il gagne. Mais je pense qu'il prend beaucoup de confiance pour cet week-end, pour faire quelque chose. Après le départ et tout ça, ça va être pas facile parce que le niveau est très haut. Mais je pense, comme on dit, il y a beaucoup de rues qui va au Rhum, et je pense pour lui, ça va très bien aussi pour faire un truc spécial et un programme qui était très spécial pour lui. Mais je pense il a fait aussi pas jamais la course Québec-Montréal, mais c'est un parcours qui est très bien pour moi, pour lui, et qui peut faire gagner aussi, je pense. Il est toujours là, c'est du VTP. Ce sont des coureurs qui sont tous un peu différents. Ouais. Le 4, on en parle, c'est des styles différents. Ouais, que ça va être, des styles différents, et ça, c'est bien, je trouve. Il y a des personnalités différentes, de coureurs différents, et c'est bien pour regarder la course. Ouais, c'est la richesse aussi du peloton actuel, Greg. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans Roue Libre, on a l'habitude de jouer un petit peu avec des quiz, etc. Je vais vous épargner les quiz aujourd'hui, mais par contre, le petit jeu des pronostics, puisqu'il y aura les plateaux, il y aura aussi une prochaine émission dans Roue Libre qui débriefera cela. Greg, qui sera champion du monde dans un premier temps? S'il faut se mouiller un petit peu. Ouais, quand je donne l'argent, je vais dire Remco, je pense, ouais. Remco Evenepoel, même question pour Fred. Je pense également que cette année, il est hyper focus sur ses rendez-vous qu'il a mis. Et ce parcours, selon moi, convient vraiment à perfection. Et champion du monde avec l'aide de Wout van Aert. Il sera vraiment là pour titiller en permanence un Tadej Pogačar. Personnellement, je crois que si Mathieu s'en va sur ce championnat du monde, cette ascension de Montréal est encore un petit peu trop longue pour lui, avec la répétition de ces ascensions. Donc, un Remco serait selon moi mon favori. Tom Paco? Je ne vais pas être très original. Pour moi, Remco... Soit 100%. On est 100% belge ici. 100% oui. Remco, alors. Il peut franchement devenir le meilleur coureur du monde sur les courses d'un jour. Donc, il a vraiment une très, très grosse chance d'être champion du monde à Montréal. Très bien. Et on continue. Québec et Montréal. Le pronostic, Greg, au Québec et à Montréal pour le 11 et 13 septembre. Ouais, je vais regarder la start list pour Québec, je pense. On n'a pas encore la start list. Ouais, on n'en a pas vraiment. C'est un truc, je vais dire... Ouais, ça va être plutôt un sprinter. J'espère Matthews qui est un concurrent de moi, qui a fait beaucoup de bien choses là-bas aussi, qui peut revenir. Ouais, double vainqueur d'ailleurs, triple vainqueur au Québec. Ouais, c'est ça. Et puis en Montréal, peut-être un CSS, ça donne un peu de pression pour le Français, pour l'équipe, pour le championnat du monde. Ouais, avec un excellent Louis Barret, d'ailleurs, que tu as pu suivre sur la dernière course que tu as commentée, sur le Tour d'Allemagne, effectivement. Québec et Montréal, rapidement, Fred. Je vais faire du 100% belge. Bam, bam. Arnaud Delis pour gagner. Oui, écoutez, tout le monde se moque d'Arnaud Delis depuis pas mal de temps, il ne marche plus. Je l'ai vu à ce moment-là, je l'ai vu excellent sur l'étape de Grammont sur le Renéouy. Il va faire 4e, parcours hyper usant. Il va quitter l'équipe. Il était en train de peut-être faire de la pêche ou je ne sais pas tout quoi. Au placement, tranquille, la force nécessaire pour aller s'imposer. Voilà. Et puis dimanche, je vais jouer Remco. Tom? À l'heure où on tourne, on n'a pas encore les start lists complètes, mais c'est vrai qu'un Pidcock a pas mal de chances aussi sur un Québec. Et à Montréal, je ne sais pas s'il sera au départ, mais si Del Toro vient s'aligner sur les courses canadiennes, il a aussi de grandes chances. Ouais, c'est encore une question à laquelle on doit avoir les réponses, c'est vrai. Greg, les prochains jours, après les championnats d'Europe, avant le Canada, ils seront construits autour de la course à pied, du cyclisme. Et puis, une fois que tu seras au Canada, qu'est-ce qui est prévu, Greg, en tant qu'ambassadeur tout de même de ces courses canadiennes? Ça va être plutôt manger et boire quelque chose, je pense. Ça, c'est pas bon
pour la suite. Ouais, il y a de temps, tu vas faire votre travail aussi. Exactement. Parce que quand tu es ambassadeur et tu n'es pas là et tu vois pas quelque chose, c'est pas trop bien non plus parce que je fais toujours mon job 100% et puis là-bas, ça va être un peu moins sportif et plutôt un truc aux soirées. Ouais, c'est clair. Mais toujours avec modération, on le sait, ça a toujours été la marque de fabrique aussi de Greg. Fred, forcément, il y aura encore de très très belles courses sur le calendrier Pix Plus Sport avec juste avant le week-end canadien, le Tour de Grande-Bretagne masculin, qui s'annonce intéressant, même si l'épreuve perd un petit peu en stature. Mais justement, ça va ouvrir les portes avec un petit peu moins d'équipes pour le Tour au programme, mais toujours une course aussi très débridée. Oui, avec des parcours, quelques étapes punchers, d'autres sprinters. On attend aussi de voir la start list. Mais selon moi, quelques sprinters annoncés comme un Tim Merlier, comme un Olaf Koy. Ce sera un duel des titans. Des coureurs très très rapides, donc 5 étapes intéressantes pour ce type de coureur avec ce profil. Magnifique. Tom, on te retrouve aux commentaires donc, sur les antennes de Pix Plus Sport également. Un grand merci Greg pour ces quelques minutes de discussion. Forcément, le rendez-vous il est pris. 11 et 13 septembre, c'est le grand moment. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Ça a été le cas, Greg ? Quoi ? Ouais, j'espère que tu as apprécié ce moment. Oh, très bien. J'étais très content pour être ici. Ouais, parfait. J'espère C'est mon un honneur. français, c'était encore... Franchement, c'était parfait. Honnêtement, une note. Allez, c'est parti. Une note sur 10 pour Greg Van Avermaet en français. Moi, je dis 9. 12. Ou 12. Oh là 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 là. Et quand on a Je- été champion olympique, c'est 10. Exact. Ouais, bah voilà, c'est vrai. 9 parce que voilà, c'était un peu. Greg, il faut encore s'améliorer un peu. Mais tu es très très bon, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci. C'était un honneur, vraiment. On se retrouve sur Pix Plus Sport tous ensemble parce que le cyclisme, jusqu'à la fin de saison, c'est sur notre chaîne que ça se passe. Ciao, ciao tout le monde.